Maman a laissé un vocal, Noël est annulé. Attends l'appel de mon avocat. Je n'ai pas discuté. J'ai juste répondu, bien reçu. Puis j'ai retiré mon nom de l'hypothèque de 380 000 €, 48 heures plus tard, 82 appels manqués, leur avocat en panique. La pluie de décembre frappait contre la baie vitrée de mon appartement lyonnais avec une violence rythmique, comme si le ciel lui-même essayait de me prévenir de ce qui allait arriver. Il était 19h30. Je venais de rentrer du bureau, épuisé par une semaine de 60 heures passées à redessiner les plans d'un parc urbain pour une municipalité exigeante. J'avais les épaules nouées, les yeux brûlants, et la seule chose que je désirais, c'était un verre de vin et le silence. Mais le silence, dans ma famille, est un luxe que l'on ne m'a jamais accordé. Mon téléphone, posé sur le comptoir en marbre froid de la cuisine, s'est mis à vibrer. Une vibration longue, insistante, agressive. L'écran s'est allumé, affichant le nom qui, depuis 32 ans, déclenchait chez moi un réflexe pavlovien d'anxiété. Maman. Je n'ai pas décroché. Je ne pouvais pas. Pas ce soir. J'ai laissé la sonnerie s'éteindre, remplacée par le petit bip signalant l'arrivée d'un nouveau message vocal. J'ai pris une gorgée de chablis, sentant le liquide frais descendre dans ma gorge, avant de porter le téléphone à mon oreille. Je m'attendais à une plainte habituelle, peut-être une demande d'argent déguisée en souci maternel, ou une critique sur mon absence au dernier déjeuner dominical. Je me trompais. Ce n'était pas une plainte. C'était une exécution. La voix de ma mère, Bernadette, a traversé le haut-parleur, tranchante comme un scalpel, dépourvue de la moindre chaleur humaine. Elle ne tremblait pas de tristesse, elle tremblait de cette rage contenue, froide et calculatrice, qu'elle réservait aux gens qu'elle considérait comme inférieurs. Léocadie. C'est ta mère. Puisque tu as décidé de faire la morte et d'ignorer les besoins de ta sœur, écoute bien ce que je vais te dire. Noël est annulé. C'est fini. Ne t'avise même pas de venir à la maison, tu trouverais porte close. Tu es une honte pour cette famille. Et une dernière chose, attends-toi à un appel de mon avocat dès demain matin. On ne laissera pas ton égoïsme détruire l'avenir de Solène. Le message s'est terminé brutalement. Pas d'au revoir. Pas de soupir. Juste le clic sec de la fin de l'enregistrement, suivi du silence oppressant de ma cuisine. Je suis resté immobile, le téléphone toujours collé à mon oreille, fixant mon reflet dans la vitre noire du four. J'ai attendu les larmes. J'ai attendu la douleur familière, cette sensation d'être une petite fille abandonnée qui cherche désespérément l'approbation de sa mère. J'ai attendu la panique à l'idée d'un procès. Mais rien n'est venu. Aucune larme. Aucun sanglot. Aucune peur. À la place, une sensation étrange et inconnue a commencé à se répandre dans ma poitrine. C'était froid, calme et incroyablement apaisant. C'était la clarté. Pour la première fois de ma vie, le brouillard de la culpabilité s'était dissipé. Les menaces de ma mère, qui m'avaient terrorisé pendant des décennies, sonnaient soudainement creux. Elle venait de commettre l'erreur fatale, elle avait abattu sa dernière carte. Elle pensait que la menace de l'exclusion et d'un avocat allait me faire ramper à ses pieds, chéquier à la main, comme je l'avais toujours fait. Elle avait oublié un détail crucial. Ce n'était pas moi qui avais besoin d'eux. C'était eux qui avaient besoin de moi. J'ai posé mon verre de vin. J'ai pris mon téléphone et j'ai tapé une réponse. Pas de justification. Pas d'excuses. Pas de supplication. Juste 2 mots, chirurgicaux et définitifs. Bien reçu. J'ai appuyé sur envoyer. Puis, j'ai ouvert mon ordinateur portable. Mes doigts ont couru sur le clavier, familiers avec ce geste que je répétais chaque mois pour vérifier si leur compte était à découvert. Je me suis connecté au portail de ma banque. La page s'est chargée, affichant les chiffres rouges qui hantaient mes nuits depuis 4 ans. Solde du prêt immobilier numéro 8945X, moins 382 450 €. Statut, co-emprunteur solidaire. J'ai navigué vers l'onglet Gestion du contrat. J'ai trouvé l'option que je n'avais jamais osé regarder en face, demande de retrait de co-emprunteur. Un avertissement en lettres rouges a surgi au milieu de l'écran. Attention, cette action est irréversible. Elle déclenchera une réévaluation immédiate de la solvabilité des emprunteurs restants. Si les revenus cumulés ne satisfont pas aux critères de risque, la banque est en droit d'exiger le remboursement intégral et immédiat du capital restant dû.
J'ai relu la phrase. Remboursement intégral et immédiat. Dans le passé, cette phrase m'aurait donné des sueurs froides, car je savais que cela détruirait mes parents. Mais ce soir, en repensant au ton de voix de ma mère, cette phrase ne sonnait pas comme une menace. Elle sonnait comme une promesse. J'ai coché la case « Je confirme ». J'ai cliqué sur « Soumettre ». La petite roue de chargement a tourné pendant 3 secondes. 3 secondes pendant lesquelles j'ai effacé mon rôle de fille dévouée, de sœur sacrificielle, de vache à lait. Votre demande a été transmise. Un conseiller prendra contact avec les parties concernées sous 48 heures. J'ai fermé l'ordinateur. J'ai fini mon verre de vin. Dehors, la pluie continuait de tomber, mais à l'intérieur, la tempête venait juste de commencer. Et pour la première fois, je n'étais pas la victime de l'ouragan. J'en étais l'architecte. Avant de vous raconter comment cette simple action a déclenché l'apocalypse dans ma famille et comment j'ai découvert l'étendue de leur trahison, je vous invite à vous abonner à la chaîne. C'est le meilleur moyen de soutenir ces histoires de justice et de karma. J'aimerais aussi savoir d'où vous m'écoutez ce soir. Quelle heure est-il chez vous, et depuis quelle ville suivez-vous cette histoire? Dites-le moi en commentaire, je lis tout. Pour comprendre pourquoi j'en suis arrivé à cette extrémité, il faut remonter le temps. Il faut revenir 4 ans en arrière, à ce fameux dîner d'anniversaire qui a scellé mon destin. À l'époque, j'avais 28 ans. J'étais une jeune architecte paysagiste prometteuse, travaillant d'arrache-pied pour me faire un nom. J'avais des économies, un rêve d'acheter mon propre appartement, et une naïveté touchante concernant ma famille. Le dîner avait lieu chez mes parents, dans leur pavillon de banlieue qui sentait toujours un peu la cire et les regrets. Solène, ma sœur aînée de 3 ans, était la star de la soirée, comme toujours. Solène, c'était l'enfant doré. Belle, charismatique, volubile, et totalement incapable de réussir quoi que ce soit par elle-même. Elle venait de planter sa 3e entreprise, une boutique de vêtements en ligne financée intégralement par les économies de retraite de mes parents. Ce soir-là, l'ambiance était lourde. Solène pleurait au dessert, ses larmes coulant parfaitement sur ses joues maquillées, sans jamais faire couler son mascara. « Je me sens tellement inutile », gémissait-elle en piquant dans sa part de gâteau. « Je veux juste créer quelque chose de beau. Quelque chose qui a du sens. J'ai cette vision. Le vieux mas de Pépé Célestin dans le Beaujolais. C'est une ruine, mais je sens son énergie. Je pourrais en faire un centre de retraite, un gîte de luxe pour le bien-être. Le mas des Oliviers. Je le vois déjà. » Mes parents, Gervais et Bernadette, la regardaient avec cette adoration aveugle qui me donnait la nausée. Ils avaient toujours excusé ses échecs, blâmant l'économie, la malchance ou les partenaires, jamais elle. « C'est une idée merveilleuse, ma chérie », a dit ma mère en lui caressant la main. « Tu as tellement de talent pour l'hospitalité. Ce serait ton empire. » Puis, le regard de mon père s'est tourné vers moi. C'était un regard que je connaissais bien. Un mélange de calcul et de fausse affection. « Léocadie », a-t-il commencé, sa voix prenant ce ton mielleux qu'il utilisait quand il avait besoin de quelque chose. « Tu te souviens de ces croquis que tu avais faits pour le mas? Ceux que tu nous as montrés à Noël dernier? Ils étaient brillants. Tu es une architecte incroyable. » J'ai senti mon ego frémir. Je voulais tellement qu'il reconnaisse mon travail. « Merci, papa. C'était juste des esquisses. » Non, c'était plus que ça, a coupé Solène, ses larmes séchant miraculeusement. C'était le plan parfait. Imagine, Léo. On le fait ensemble. Une entreprise familiale. Je gère le marketing et les clients, papa et maman supervisent, et toi, tu es le cerveau technique. Tu serais la propriétaire. Le piège se refermait. Ma mère a pris le relais. Le problème, ma puce, c'est que les banques sont frileuses avec la situation récente de Solène. Et avec nos retraites, nous ne passons pas le seuil d'endettement. Mais toi, tu as un CDI solide, tu es cadre. Avec ta signature, la banque nous suivrait les yeux fermés. On te donnerait 20% des parts, a promis Solène, les yeux brillants. Et tu récupérerais ton investissement en 2 ans. C'est un gîte de luxe, Léo. Les riches paient des fortunes pour ça. J'ai hésité. Je savais, au fond de moi, que c'était risqué.
Je savais que mélanger argent et famille était une recette pour le désastre. Mais il y avait cette lueur dans les yeux de ma mère. Pour une fois, elle me regardait comme si j'étais la solution, comme si j'étais importante. J'avais passé ma vie dans l'ombre de Solène, à être la fille, sérieuse et ennuyeuse. Là, on me proposait d'être la sauveuse. Juste une signature, a murmuré mon père. Pour la famille. Pour l'héritage de ton grand-père. J'ai cédé. J'ai signé. J'ai apporté mes 40 000 € d'économie personnelle, tout ce que j'avais comme apport initial. J'ai mis mon nom sur un prêt de 380 000 € sur 25 ans. Je pensais acheter leur respect. Je venais de signer mon arrêt de mort financière. Les premiers mois furent une illusion de bonheur. Je passais tous mes week-ends sur le chantier, bottes aux pieds, dans la boue et la poussière, à diriger les artisans, à négocier les prix des matériaux, à corriger les erreurs de maçonnerie. Je voulais que ce lieu soit parfait. C'était mon bébé architectural. Pendant ce temps, Solène restait à Lyon. Elle disait qu'elle travaillait sur le branding et l'image de marque. En réalité, elle passait ses journées à choisir des tissus hors de prix, à commander des services de porcelaine fine et à créer un compte Instagram où elle se mettait en scène avec des légendes du type « La vie d'entrepreneuse est dure, mais la passion me guide ». #BossBabe. Jamais, pas une seule fois, elle ne m'a mentionné sur ses photos. J'étais le fantôme de la machine. Quand le gîte a enfin ouvert, 6 mois plus tard, la réalité m'a frappé de plein fouet. Les clients ne venaient pas. Ou plutôt, les clients payants ne venaient pas. Solène avait transformé le Mas des Oliviers en son club privé. Elle invitait ses amis influenceurs, des gens beaux et vides, pour des week-ends gratuits en échange de visibilité. Le champagne coulait à flot, les factures de traiteurs s'accumulaient, mais la colonne « Recettes » du livre de comptes restait désespérément vide. Moi, je restais à Lyon, coincé dans mon petit appartement en location, travaillant 60 heures par semaine pour couvrir non seulement mes propres charges, mais aussi les échéances du prêt quand le compte du gîte était à sec. Et il était à sec tous les mois. C'est là que le harcèlement a commencé. Des messages, des appels, à toute heure. Léo, on a un petit souci de trésorerie. Tu peux virer 500 € pour l'électricité? On te rembourse la semaine prochaine, promis. Il ne remboursait jamais. Léo Caddy, le chauffe-eau de la suite parentale a lâché. Il faut 2000 € tout de suite, sinon les clients vont laisser de mauvais avis. Je payais. Je piochais dans mon salaire, je réduisais mes dépenses, je mangeais des pâtes, je n'achetais plus de vêtements. Je me souviens d'un moment précis, 1 an après l'ouverture. J'avais dû refuser un week-end à Rome avec ma meilleure amie Zélie parce que Solène m'avait appelé en pleurs pour une facture de toiture urgente de 1 500 €. J'avais payé. Le lendemain, j'ai vu sur Facebook une photo de Solène, papa et maman en train de dîner chez Paul Bocuse, un restaurant 3 étoiles. La légende disait « Petit plaisir mérité après tant d'efforts ». La famille, c'est sacré. J'ai zoomé sur la photo. Solène portait un nouveau sac à main de créateur. Un sac qui coûtait exactement le prix de la réparation de toiture que je venais de financer. J'ai appelé ma mère, tremblante de rage. « Maman, vous êtes au restaurant? Avec quel argent? Je croyais que vous n'aviez pas de quoi payer le couvreur. » Sa voix s'est immédiatement durcie. « Mais enfin, Léo Caddy, tu es d'une mesquinerie. C'était un cadeau d'un ami. Pourquoi es-tu toujours aussi jalouse du bonheur de ta sœur? Tu devrais avoir honte de compter les centimes quand on parle de moments en famille. Tu gâches toujours tout avec ton matérialisme. » Elle a raccroché. Je suis restée là, le téléphone à la main, me sentant sale. Me sentant coupable d'avoir demandé des comptes sur mon propre argent. C'était leur force, ils parvenaient toujours à inverser les rôles. J'étais la méchante riche et avare, et ils étaient les pauvres artistes incompris. Je me suis tue. J'ai continué à payer. Je me disais que c'était temporaire, qu'ils allaient finir par réussir, que c'était le prix à payer pour avoir une famille. Quel imbécile j'étais. Le point de non-retour, l'événement qui a transformé ma résignation en une haine froide et absolue, s'est produit une semaine avant ce fameux Noël. J'étais au bureau, en train de finaliser un devis, quand mon téléphone a sonné. C'était ma mère. Sa voix était paniquée, haletante, une performance digne d'un Oscar. Léo Caddy. C'est ton père. Il a fait un malaise.
On est aux urgences cardiologiques. Mon cœur s'est arrêté. Malgré tout, c'était mon père. Quoi? Qu'est-ce qui se passe? Quel hôpital? J'arrive tout de suite. Non, a-t-elle crié, presque trop vite. Ne viens pas, c'est le chaos ici, ils ne laissent entrer personne à cause des virus. Solène est avec moi, elle gère tout. Mais, le médecin dit qu'il faut faire un examen spécialisé immédiat, un scanner coronarien non couvert par la Sécu en urgence privée, sinon son cœur pourrait lâcher d'une minute à l'autre. Je tremblais. Combien? 3 000 €. Il faut les virer tout de suite sur le compte de Solène, elle a sa carte sur elle. Vite, Léocadie, je t'en supplie, c'est pour la vie de ton père. Je n'ai pas réfléchi. La peur primitive de perdre un parent a pris le dessus. J'ai connecté mon appli bancaire. J'ai puisé dans le peu d'épargne et de précaution qu'il me restait. J'ai fait le virement instantané de 3 000 € avec le libellé « Urgence Papa ». C'est fait, maman. Sauvez-le. Pendant 2 jours, j'ai vécu l'enfer. J'envoyais des messages toutes les heures. Les réponses étaient vagues, évasives. Il se repose, c'est stable, on ne peut pas trop parler, on est épuisé. Je m'imaginais mon père dans un lit d'hôpital, branché à des machines. Puis, le 3e jour, j'ai eu une intuition. Une sensation physique de malaise. Solène m'avait bloqué de ses stories Instagram principales depuis des mois, prétextant que je portais l'œil avec mon énergie négative. Mais elle avait oublié que je possédais un vieux compte Instagram professionnel, que j'utilisais pour suivre des tendances de design paysager. Un compte qui n'avait pas mon nom. J'ai connecté ce compte. J'ai cherché son profil. Son cercle de story était actif, entouré de ce dégradé rose et orange tentateur. J'ai cliqué. Ce que j'ai vu m'a coupé le souffle. Littéralement. Ce n'était pas une chambre d'hôpital blanche et stérile. Ce n'était pas un père sous oxygène luttant pour sa vie. C'était la neige. Une neige blanche, immaculée, brillante sous le soleil d'hiver. La localisation indiquait Courchevel 1850, hôtel Barrière-les-Neiges. L'un des palaces les plus chers et exclusifs des Alpes françaises. La vidéo montrait une table somptueuse, nappée de blanc, couverte de plateaux de fruits de mer, de homards et de bouteilles de vin dont je reconnaissais les étiquettes hors de prix. Et là, au centre de l'image, trônait mon père. Il n'était pas mourant. Il avait le teint rose, un énorme cigare barreau de chaise dans une main, et une coupe de champagne dans l'autre. Il riait aux éclats, la tête renversée en arrière, en train de trinquer avec le nouveau petit ami de Solène. Ma mère était à côté de lui, drapée dans une fausse fourrure blanche, rayonnante, l'air d'une reine. La légende de la story, écrite en lettres dorées scintillantes, disait « Noël avant l'heure avec les amours de ma vie ». Tellement reconnaissante pour cette abondance et ces moments précieux. On ne vit qu'une fois. #Blessed, #FamilyTrip, #Luxe, #Courchevel, j'ai regardé l'heure de publication. Il y a 2 heures. L'argent du scanner cardiaque. Mais 3 000 €. C'était le raconte. C'était l'argent pour payer cette suite, ce champagne, ces homards. Ils n'étaient pas à l'hôpital. Ils étaient en train de brûler le fruit de mon travail dans une station de ski où je n'avais même pas les moyens de me payer un café. Ils avaient utilisé la peur de la mort de mon père pour m'escroquer. J'ai ressenti un froid intense envahir mon corps, plus glacial que la neige qu'ils admiraient. Ce n'était plus de la tristesse. Ce n'était plus de la déception. C'était de la haine. Une haine pure, cristalline, chirurgicale. J'ai fait une capture d'écran. J'ai enregistré la vidéo. J'ai tout sauvegardé. Si vous étiez à ma place, à cet instant précis, en découvrant que vos parents ont simulé une crise cardiaque pour partir en vacances de luxe sans vous, qu'auriez-vous fait? Auriez-vous hurlé? Auriez-vous appelé la police? Dites-moi honnêtement dans les commentaires ce que vous auriez fait. Je n'ai pas appelé. Je n'ai pas hurlé. J'ai gardé le silence. Un silence lourd, menaçant. J'ai simplement envoyé un message dans le groupe familial WhatsApp. Papa va mieux? Le traitement a fonctionné? La réponse de ma mère est arrivée 1 heure plus tard. Oui ma chérie, grâce à Dieu et au médecin. Il est très faible, il doit se reposer dans un endroit calme avec de l'air pur.
On a trouvé une petite maison de repos pas chère à la montagne. On se sacrifie pour sa santé. Le mensonge était si énorme, si grotesque, que j'en ai presque ri. Le lendemain, sentant peut-être que mon silence était anormal, ou simplement pour justifier aux yeux du monde pourquoi leur « fille banquier » n'était pas sur les photos de vacances, ils ont lancé l'offensive. Ma mère a publié un long texte sur Facebook. Elle avait choisi une photo d'elle, l'air mélancolique, regardant par la fenêtre de leur suite de luxe, cadrée pour ne pas montrer le luxe, juste la neige. Elle écrivait « Le cœur d'une mère est un océan de pardon, mais parfois, la marée est basse. » Cette année, Noël a un goût amer. C'est dur de tout sacrifier pour ses enfants, de leur donner la vie, l'éducation, pour qu'ils deviennent des adultes froids et égoïstes qui oublient d'où ils viennent. Certains enfants pensent que leur carrière et leur petit confort sont plus importants que la santé de leurs parents vieillissants. Nous passons un Noël difficile en essayant de guérir, loin de la négativité de ceux qui nous ont tourné le dos. Heureusement que ma Solène est là, mon ange gardien, celle qui ne m'abandonne jamais. C'était un chef-d'œuvre de manipulation narcissique. Elle ne me nommait pas, mais tout le monde savait. Solène était l'ange, donc j'étais le démon. Les commentaires ont commencé à affluer sous le post. Les « singes volants », ces membres de la famille et amis qui croient aveuglément à la façade. Ma tante Béatrice, oh ma pauvre Bernadette. Quelle ingratitude. On sait tous à quel point Léocadie a toujours été difficile et distante. Courage. Une voisine, les jeunes d'aujourd'hui ne pensent qu'à l'argent. Tu ne mérites pas ça. Et le coup de grâce, un commentaire de Solène, je ne te laisserai jamais tomber, maman. L'argent va et vient, mais l'amour est éternel. J'étais sidérée. Ils utilisaient mon argent pour se payer ses vacances, et ils m'utilisaient comme bouc émissaire pour attirer la sympathie et masquer leurs mensonges. J'étais devenue la méchante officielle de leur histoire. J'ai senti l'isolement se refermer sur moi. Mes cousins ont cessé de liker mes posts. Des amis de la famille m'ont retiré de leurs amis. J'étais seule. J'étais humiliée publiquement. Mais ce qu'ils ne savaient pas, c'est que dans cet isolement, je ne pleurais plus. Je m'armais. J'ai imprimé chaque commentaire. J'ai classé chaque insulte. Ils voulaient peindre le portrait d'une fille ingrate obsédée par l'argent? Très bien. J'allais leur montrer ce qui arrive quand la banque ferme définitivement ses portes. C'est dans ce contexte que le fameux message vocal est arrivé le soir suivant. L'ultime insulte. L'annulation de Noël et la menace de l'avocat. C'était la cerise sur le gâteau empoisonné qu'il me servait depuis des années. Il pensait m'achever. Il venait juste de me libérer. Après avoir reçu le message vocal et envoyé mon « bien reçu », j'ai appelé la seule personne au monde en qui j'avais une confiance absolue, Zélie. Zélie n'est pas seulement ma meilleure amie depuis le lycée, c'est une avocate en droit des affaires redoutable, spécialisée dans les litiges bancaires et immobiliers. Elle détestait ma famille depuis le jour où, à nos 18 ans, Solène m'avait humiliée devant tout le lycée et que ma mère avait ri. Je suis arrivée chez elle à 21h, trempée par la pluie, mon dossier sous le bras, relevé bancaire, capture d'écran, contrat de prêt, et les preuves accablantes de Courchevel. Zélie m'a servi un café noir, s'est assise, et a écouté le message vocal de ma mère. Ses yeux se sont plissés, ses lèvres se sont pincées en une ligne fine. Ils bluffent, a-t-elle dit calmement. Ils n'ont pas d'avocat. Aucun avocat décent ne conseillerait à une mère de laisser un tel message vocal à sa fille, qui est aussi sa caution bancaire. C'est de l'intimidation pure. Ils sentent que tu leur échappes, alors ils aboient pour te faire peur. Elle a ouvert le dossier de prêt. Ses doigts survolaient les clauses avec une rapidité experte. Léocadie, ta situation est précaire. Tu es co-emprunteur solidaire. En théorie, tu es responsable à 100% de la dette s'il ne paie pas. Mais... Elle s'est arrêtée, un sourire carnassier dessinant ses lèvres. Il y a une faille. Une faille magnifique. Regarde l'article 14 du contrat d'assurance crédit et les conditions générales du prêt professionnel. Elle m'a lu le passage à haute voix, les fonds prêtés doivent être utilisés exclusivement pour l'objet financé, travaux et exploitation du gîte. En cas de détournement avéré des fonds à des fins personnelles ou de fausses déclarations sur l'activité, la banque est en droit de prononcer la déchéance du terme immédiate. De plus, tout co-emprunteur ayant connaissance de tels faits a le devoir de les signaler sous peine d'être considéré comme complice de fraude.
Zélie a levé les yeux vers moi. Tes relevés montrent que l'argent du compte joint a servi à payer des vacances, des sacs à main, des restaurants. Et maintenant Courchevel. Ce n'est pas juste un conflit familial, Léo qu'a dit. C'est une fraude bancaire caractérisée. C'est de l'abus de bien social. Elle a posé sa main sur la mienne. Tu as deux options ce soir. Option 1, tu te retires simplement du prêt. C'est ce que tu as commencé à faire. La banque va réévaluer leur solvabilité. Comme ils sont fauchés, la banque augmentera les taux ou demandera des hypothèques supplémentaires. C'est douloureux, mais ils peuvent survivre s'ils vendent tout. Et l'option 2, ai-je demandé, sentant mon cœur battre la chamade. Option 2, c'est l'option nucléaire. Tu te retires, mais en joignant un dossier de dénonciation de mauvaise gestion. Tu envoies les preuves à la banque que les fonds ne sont pas utilisés pour le gîte mais pour leur train de vie. La banque ne va pas juste réévaluer. Elle va paniquer. Elle va geler tous les comptes associés par mesure de sécurité, exiger le remboursement immédiat de la totalité du capital restant dû pour rupture de contrat, et placer tes parents et ta sœur en interdit bancaire. Ils perdront tout. La maison, le gîte, leur réputation. Ils seront ruinés en une semaine. J'ai fermé les yeux. J'ai revu mon père fumant son cigare avec mon argent. J'ai revu le sourire triomphant de Solène. J'ai entendu la voix de ma mère me traitant d'égoïste. J'ai pensé à toutes les fois où j'avais mangé des pâtes pour qu'ils puissent manger du caviar. J'ai rouvert les yeux. On prend l'option 2. Zélie a hoché la tête. Parfait. Alors, on ne va pas juste cliquer sur un bouton. On va rédiger une lettre recommandée électronique avec accusé de réception directement au directeur de l'agence, avec copie au service contentieux et conformité. On va tout faire exploser. Nous avons passé la nuit à rédiger. Chaque phrase était une balle, chaque preuve une grenade dégoupillée. C'était la fin de la victime. C'était la naissance du bourreau. Il était 23h45 quand nous avons fini. Le mail était prêt. La pièce jointe, preuve-bafraude-balane.pdf, pesait 15 mégaoctets de pure dynamite. Le courriel était adressé à Monsieur Vasseur, le directeur de l'agence bancaire qui gérait nos comptes. C'était un homme strict, que je connaissais professionnellement. Il ne plaisantait pas avec l'argent. Monsieur le directeur, par la présente, je vous informe de ma décision irrévocable de me désolidariser du prêt numéro 8945X concernant la SCI Le Mas des Oliviers. En tant que co-emprunteur responsable et conformément à l'article 14 de notre contrat, je me vois dans l'obligation éthique et légale de porter à votre connaissance des irrégularités graves dans la gestion des fonds alloués par votre établissement. Vous trouverez ci-joint les preuves documentées de dépenses personnelles somptuaires, voyages de luxe, maroquinerie, restauration gastronomique, financées directement par le compte d'exploitation du gîte, mettant en péril la capacité de remboursement de la structure. Je refuse d'être complice d'une telle gestion frauduleuse et demande ma libération immédiate de toute obligation future, compte tenu de la violation manifeste des termes du contrat par les autres parties. Cordialement, Léo Cadillac, c'était froid. C'était factuel. C'était mortel. Mon doigt a plané au-dessus de la touche « Entrée ». J'ai pensé à la petite fille en moi qui voulait juste que sa maman l'aime. J'ai dû tuer cette petite fille pour survivre ce soir-là. Elle était trop gentille pour cette guerre. J'ai appuyé. Envoyé. Puis, j'ai validé le formulaire sur le portail bancaire. Soumis. J'ai senti une vague d'adrénaline pour me traverser, suivie d'un épuisement total. Ce n'était pas de la peur. C'était du pouvoir. Pour la première fois de ma vie, je tenais les rênes. J'avais coupé les fils de la marionnette. J'ai pris mon téléphone. J'ai bloqué ma mère, mon père et Solène sur WhatsApp, Instagram et Facebook. Mais j'ai laissé les appels standards ouverts. Je voulais voir. Je voulais voir combien de temps il leur faudrait pour réaliser que le ciel venait de leur tomber sur la tête. Avant de partir de chez Zélie, j'ai passé un dernier appel. J'ai appelé mon grand-père, Célestin. Le père de mon père. Un homme de 86 ans, dur comme la pierre, qui vivait dans une maison de retraite médicalisée, oublié par son fils et sa belle-fille qui attendaient juste son héritage. Il était le seul membre de la famille que je respectais, et le seul qui voyait clair dans le jeu de Solène. Allô, Pépé ? C'est Léo.
Je l'ai fait. J'ai tout arrêté. J'ai envoyé le dossier à la banque. Sa voix rocailleuse, mais encore pleine d'esprit, a répondu à travers le combiné, « Il était temps, ma petite. Tu as été trop patiente. Prépare-toi, ça va secouer. Mais sache une chose, le terrain du gîte, ils ont oublié un détail important à son sujet. Un détail qui va les achever. Viens me voir demain. On a une dernière carte à jouer pour clore ce spectacle. » Je ne savais pas de quoi il parlait, mais j'avais confiance en lui. La machine infernale était lancée. Il n'y avait plus de retour en arrière possible. La bombe était larguée sur Courchevel. Il ne restait plus qu'à attendre l'impact. Il a fallu exactement 48 heures pour que la réalité les rattrape. Le temps que les systèmes bancaires traitent ma demande, que le directeur lise mon mail, et que les alertes rouges s'allument sur les écrans du service des risques de la banque. J'étais au travail, en réunion de chantier avec des urbanistes, quand mon téléphone a commencé à vibrer dans ma poche. 1 fois. 2 fois. 10 fois. Je l'ai sorti discrètement et je l'ai posé face visible sur la table, en mode silencieux. L'écran s'illuminait sans cesse, comme un phare dans la tempête. Maman. Maman. Solène. Solène. Papa. Maman. Numéro inconnu. C'était un stroboscope de panique. Mes collègues me lançaient des regards inquiets. Tout va bien, Léocadie? C'est une urgence? J'ai souri, un sourire calme et terrifiant que je ne me connaissais pas. Oui, tout va très bien. C'est juste le grand ménage de fin d'année qui commence. À la pause déjeuner, je me suis isolée dans ma voiture. J'avais 82 appels manqués. 82. J'ai commencé à écouter les messages vocaux dans l'ordre chronologique. C'était fascinant, presque clinique, d'entendre l'évolution de leurs émotions, passant de l'arrogance à la terreur pure. Message 1, maman, 10h15, Léocadie, la banque m'appelle pour dire qu'il y a un blocage temporaire sur le compte joint. Qu'est-ce que tu as fait? Rappelle-moi tout de suite. Tu as sûrement fait une erreur de manipulation en ligne. Règle ça vite, on doit payer le déjeuner. Le ton était encore autoritaire, confiant, celui de la mère qui commande. Message 12, Solène, 11h30, Léo. Putain. Je suis à la réception de l'hôtel, ma carte est refusée. Ils disent que le compte est gelé pour audit de sécurité. On a l'air de quoi là? Il y a du monde derrière moi. Débloque ça immédiatement. J'ai des amis qui arrivent pour le champagne. Tu me fous la honte. La colère et l'humiliation commençaient à percer sa carapace de princesse. Message 35, papa, 13h, Léocadie, ma fille. Monsieur Vasseur m'a appelé. Il a été très dur. Il parle de remboursement anticipé. Il parle de fraude. Il dit que tu as envoyé un dossier. Dis-moi que c'est une blague. On ne peut pas payer l'hôtel. Il menace d'appeler la gendarmerie si on ne règle pas la note de 4 000 € avant ce soir. On ne peut même pas mettre de l'essence pour rentrer. Réponds-nous, je t'en supplie. La peur pure. Enfin. La réalité le frappait. Message 60, l'avocat de la famille, 14h30, Mademoiselle, ici maître Dupuis. La situation est critique. Vos parents sont dans une grande détresse émotionnelle. Je pense qu'il y a un énorme malentendu. Nous devons nous voir pour trouver une solution amiable. Je vous prie de ne plus communiquer avec la banque avant que nous ayons parlé. C'est dans votre intérêt et celui de votre héritage familial. La tentative de manipulation pathétique d'un avocat de seconde zone qui réalise que ses clients sont indéfendables. J'imaginais la scène à Courchevel. Le personnel de l'hôtel, poli mais ferme, leur demandant de quitter les lieux. Solène essayant de jouer de son influence inutile, criant « Vous ne savez pas qui je suis ». Mon père réalisant qu'il n'avait plus un sous-vaillant. Ma mère comprenant enfin que je n'étais plus sa chose, que le cordon était coupé, et qu'elle saignait. Je n'ai pas débloqué les comptes. Je n'ai pas envoyé d'aide. Pour la première fois de leur vie d'adulte, ils devaient assumer les conséquences immédiates de leur train de vie. J'ai appris plus tard qu'ils avaient dû vendre la montre de luxe de mon père, une Rolex qu'il s'était offerte avec l'argent du prêt l'année d'avant,
et les bijoux de ma mère dans une bijouterie locale, à prix cassé, pour payer la note d'hôtel et l'essence du retour. L'humiliation était totale. Ils sont rentrés à Lyon non pas en triomphe, mais en fugitifs. Et le pire? Ce n'était que le début. Le vrai coup de grâce les attendait à leur retour. 3 jours plus tard, ils étaient de retour en ville. Ils m'ont inondé de messages demandant une rencontre. Il faut qu'on parle. On va tout arranger. Ne détruis pas la famille. J'ai accepté, à une seule condition, un terrain neutre. J'ai choisi la brasserie Le Lion, un établissement chic, historique et très fréquenté au centre-ville. Je savais que ma mère, obsédée par les apparences et le « qu'en dira-t-on », n'oserait jamais faire un scandale en public devant la bonne société lyonnaise. Je suis arrivée la première, accompagnée discrètement de mon dossier. Je me suis installée à une table bien en vue, au centre de la salle. J'ai commandé un verre de vin blanc et j'ai attendu. Quand ils sont entrés, j'ai failli ne pas les reconnaître. L'aura de supériorité qui les entourait habituellement, cette arrogance qui semblait être leur seconde peau, avait disparu. Ils avaient l'air gris. Vieillis de 10 ans en 3 jours. Solène, d'habitude si apprêtée, portait un jogging de marque froissée, ses cheveux étaient tirés en un chignon négligé, et elle n'était pas maquillée. Ses yeux étaient rouges et gonflés. Ma mère s'accrochait au bras de mon père comme une naufragée à une bouée, le visage marqué par l'insomnie. Mon père marchait le dos voûté, regardant ses pieds. Ils se sont assis en face de moi. Leur avocat, Maître Dupuis, un petit homme nerveux en costume trop grand, s'est assis à côté d'eux, essuyant son front moite. Le silence a duré 1 minute. 1 minute pendant laquelle j'ai siroté mon vin, savourant leur inconfort. Léocadie, a commencé ma mère, la voix tremblante, essayant de jouer la carte de la victime incomprise. Comment as-tu pu? Nous avons failli finir au poste de police à Courchevel. Tu as détruit notre Noël. Tu as détruit notre honneur. Tu nous as humiliés. Je les regardais calmement. Vous avez détruit votre honneur le jour où vous avez utilisé l'argent de mon travail pour financer vos mensonges. Courchevel était bien? Le cigare de papa était bon? Le homard était frais? Mon père a baissé les yeux, incapable de soutenir mon regard. Solène, elle, a explosé. Tu es juste une sale égoïste jalouse, a-t-elle sifflé, se penchant vers moi, ses mains crispées sur la nappe blanche. Tu ne supportes pas que je réussisse. Tu ne supportes pas que je sois heureuse. Tu veux me voler mon projet. Tu savais que j'allais signer un gros contrat le mois prochain. Tu as tout gâché par pure méchanceté. L'avocat a levé la main pour la calmer. Mademoiselle Lannes, votre action est disproportionnée. Vous avez mis vos parents en danger financier grave. Nous envisageons une plainte pour abus de faiblesse et mise en péril de la famille. Si vous retirez votre dénonciation à la banque maintenant, et que vous acceptez de réintégrer le prêt, nous pourrons peut-être éviter le tribunal. Vos parents sont prêts à vous pardonner cet écart. C'était leur stratégie. Me faire peur. Me faire croire que j'étais en tort. Me manipuler pour que je répare leurs dégâts, comme toujours. J'ai souri. Un sourire froid. J'ai sorti mon dossier épais de mon sac et je l'ai posé lourdement sur la table. Le bruit a fait sursauter l'avocat. Abus de faiblesse, ai-je répété doucement. Voici 200 pages de relevés bancaires prouvant que Solène a détourné plus de 45 000 € en dépenses personnelles sur l'année écoulée. Voici les preuves que vous avez menti sur l'état de santé de papa pour m'extorquer 3 000 € la semaine dernière. C'est de l'escroquerie, de l'abus de confiance et du faux et usage de faux. J'ai regardé l'avocat droit dans les yeux. Maître, vous voulez vraiment aller au tribunal avec ça? Je suis prête. J'ai hâte que le juge voie comment cette famille traite leur fille, qu'il considère uniquement comme une vache à lait. J'ai hâte de voir Solène expliquer pourquoi le compte de la société a payé ses injections de Botox. L'avocat a blêmi. Il a ouvert le dossier, feuilleté quelques pages au hasard, et j'ai vu la réalisation dans ses yeux. Il savait qu'ils étaient cuits. Il savait que ses clients lui avaient menti sur l'ampleur du désastre. C'est très documenté, a-t-il murmuré, mal à l'aise, desserrant sa cravate. Maman, papa, Solène, ai-je dit, ma voix ne tremblant plus. La banque a déjà lancé la procédure de saisie du gîte. Vous êtes ruinés.
Et je ne lèverai pas le petit doigt pour vous aider. C'est fini. C'est là que Solène a perdu les pédales. Elle s'est levée brusquement, renversant sa chaise qui est tombée avec fracas sur le sol carrelé. Tu ne peux pas nous faire ça. Ce gîte est à moi. C'est mon idée. Tu n'es rien. Tu n'es qu'une petite comptable sans âme. Elle a levé la main comme pour me gifler ou me jeter son verre d'eau au visage. Mais sa main s'est arrêtée en l'air. Un bruit sec a retenti. Une canne en bois verni venait de s'abattre fermement sur la table, entre elle et moi, faisant teinter les verres et sursauter tout le restaurant. Tous les regards se sont tournés vers l'entrée du restaurant. Mon grand-père, Célestin, se tenait là. Il était vieux, ses mains étaient noueuses, mais il se tenait droit comme un chêne centenaire. À ses côtés se trouvait Zélie, mon amie avocate, qui lui servait de bras droit et de soutien. Il portait son vieux costume du dimanche, impeccablement repassé, et son regard était aussi tranchant que de l'acier. « Assieds-toi, Solène », a tonné Célestin d'une voix puissante qui n'admettait aucune réplique. « Tu te donnes en spectacle. Tu fais honte à notre nom. » Solène s'est assise, bouche bée, comme une enfant prise en faute. « Pépé ? Qu'est-ce que tu fais là ? Tu devrais être à la maison de retraite. Qui t'a sorti ? » Célestin s'est avancé lentement jusqu'à notre table, ignorant sa question. Il n'a pas regardé son fils ni sa belle-fille. Il a posé sa main sur mon épaule. Une main lourde, chaude et rassurante. Pour la première fois de la soirée, je me suis sentie protégée. Je suis venu voir comment ma famille de vautours traitait ma petite fille préférée, a-t-il dit, sa voix grondant sourdement. Je suis venu voir la fin de votre cirque. Il a sorti une enveloppe jaune, un peu froissée, de la poche intérieure de sa veste en tweed. Vous avez tous oublié quelque chose de très important au sujet du mas des Oliviers, a-t-il commencé, en fixant mon père avec un mépris évident. Gervais, quand tu es venu pleurer pour lancer ce projet stupide pour ta fille capricieuse, je t'ai laissé faire. Je me suis dit, laissons-les essayer. Mais tu as oublié de lire les petits caractères de l'acte notarié que je t'ai fait signer. Tu étais trop occupé à rêver de richesses faciles. Mon père a commencé à transpirer abondamment. Papa, de quoi tu parles ? On a l'usufruit. On est chez nous. Non, monsieur, a corrigé Zélie, intervenant avec sa précision chirurgicale d'avocate. Vous n'avez pas l'usufruit. Vous avez un droit d'usage. Un commodat. Un prêt à usage gratuit. Mais le titre de propriété du terrain et des murs appartient toujours, et intégralement, à monsieur Célestin Lannes. Célestin a ouvert l'enveloppe et en a sorti un document officiel jauni. Ce contrat stipule clairement que le droit d'usage est révocable immédiatement et sans indemnité en cas de comportement indigne, de faillite morale ou de mise en péril du patrimoine familial. Il a pointé le dossier de preuves que j'avais apporté. Transformer la maison de mes ancêtres, celle que mon père a bâtie de ses mains, en boîte de nuit pour influenceurs fauchés, et escroquer votre propre sang pour payer vos vices, je classe ça dans la catégorie indigne. Il a jeté le papier sur la table, par-dessus les preuves de la banque. Je révoque le droit d'usage. Immédiatement. Vous n'avez plus le droit de mettre un pied sur ma propriété. Vous avez 48 heures pour vider vos affaires personnelles du mas. Après ça, je change les serrures et je mets vos affaires à la déchetterie. Le silence qui a suivi était assourdissant. On aurait pu entendre une mouche voler. Solène est devenue blanche comme un linge, ses lèvres tremblant de manière incontrôlable. Mais Pépé, c'est mon business, je suis célèbre, mes followers. A-t-elle balbutié, sa voix se brisant. Tu ne peux pas me faire ça. Tu es une chômeuse qui vit au crochet de sa sœur, a coupé Célestin, impitoyable. C'est fini, la comédie. Léocadie a retiré son argent. Moi, je retire ma terre. Vous n'avez plus rien. Pas de maison. Pas de business. Pas d'argent. Ma mère a éclaté en sanglots, de vrais sanglots cette fois, ceux du désespoir absolu, ceux de quelqu'un qui voit sa vie s'effondrer. Mais on va aller où ? La banque va saisir notre maison principale pour payer les dettes du gîte. On va être à la rue. C'est fort probable, a dit Zélie froidement. Puisque vous avez fraudé et utilisé les fonds à des fins personnelles, la responsabilité est illimitée sur vos biens propres.
Vous auriez dû y penser avant de commander du homard à Courchevel avec l'argent de la banque. Je me suis levée. J'ai regardé ces 3 personnes qui m'avaient tourmentée, manipulée et utilisée pendant des années. Je n'ai ressenti aucune pitié. Juste un immense soulagement. La justice avait été rendue, non pas par un tribunal, mais par la vérité brute. Joyeux Noël, ai-je dit doucement. J'ai pris le bras de mon grand-père, j'ai fait un clin d'œil à Zélie, et nous sommes sortis du restaurant sous les regards médusés des autres clients, laissant derrière nous les ruines de leur arrogance et de leur vie factice. La chute a été rapide, brutale et totale. Comme un château de cartes soufflé par un ouragan. Dans les semaines qui ont suivi, la banque a été impitoyable. Grâce à mon dossier de dénonciation et aux preuves de fraude, ils ont classé l'affaire non pas comme un défaut de paiement, mais comme une escroquerie. Ils ont exigé le remboursement immédiat des 380 000 euros. Évidemment, mes parents n'avaient pas cet argent, et le gîte ne valait plus rien sans le terrain qui appartenait à mon grand-père. Ils ont dû vendre leur maison principale, celle où j'avais grandi, en urgence et à un prix dérisoire, pour couvrir une partie des dettes et éviter la prison pour fraude. Ils ont emménagé dans un petit appartement HLM en banlieue lointaine. Ma mère, qui méprisait tant les pauvres et passait son temps à juger les autres, se retrouvait à vivre parmi eux. Elle n'osait plus sortir de chez elle de peur de croiser quelqu'un qui la connaissait d'avant, de peur de voir le mépris dans leurs yeux. Solène a été la plus durement touchée. Son image publique, qu'elle avait mis tant d'années à construire sur le mensonge, s'est effondrée en une nuit. Quelqu'un, peut-être Zélie, peut-être moi, je ne l'avouerai jamais, a fait fuiter la vérité sur les réseaux sociaux. Les captures d'écran de ses mensonges, la vérité sur le financement de ses voyages, tout est sorti. Les sponsors l'ont lâché instantanément. Ses amis, influenceurs ont disparu dès qu'il n'y a plus eu de champagne gratuit. Elle a été fichée à la Banque de France, interdite bancaire pour 5 ans. Elle ne pouvait plus avoir de carte bleue, plus faire de chèques. La dernière fois que j'ai entendu parler d'elle par une connaissance commune, elle travaillait comme caissière dans un supermarché discount à l'autre bout de la ville, portant un gilet fluo qu'elle aurait autrefois moqué, scannant des boîtes de conserve pour le SMIC. Quant au gîte, le mas des Oliviers, il est retourné au silence. Grand-père Célestin m'a demandé de passer le voir un mois après le scandale. Nous sommes allés ensemble sur le terrain. C'est à toi, m'a-t-il dit en me tendant les clés rouillées de la vieille porte en chêne. Pas pour en faire un business. Pas pour en faire un hôtel. Pour en faire ce que tu voulais au début, sur tes premiers dessins. Une maison de famille. La tienne. J'ai refusé de prendre la propriété tout de suite. J'avais besoin de temps pour guérir. Mais je suis allée là-bas. J'ai vu l'enseigne néon ridicule Solène S. Retréa, gisant dans la boue, arrachée par le vent. J'ai vu la maison, vide, silencieuse, enfin en paix, débarrassée de la vulgarité de ma sœur. J'ai marché dans les pièces vides. Je n'ai pas vu les fêtes de Solène. J'ai vu les murs que j'avais aidé à restaurer de mes mains. J'ai vu le potentiel. Mais pour l'instant, je voulais juste fermer la porte et laisser le temps faire son œuvre. J'ai gardé mon petit appartement à Lyon. J'ai continué mon travail. J'ai été promue directrice de projet 3 mois plus tard, car sans le stress constant, sans les appels de détresse financière de ma mère, ma créativité et mon énergie ont explosé. J'étais libre. Libre de mes finances, libre de mon temps, libre de mes émotions. Le plus dur a été le silence de mon père. Il a essayé de m'appeler une fois, depuis un numéro masqué. Je n'ai pas décroché. J'ai écouté le message plus tard. Il pleurait. Il disait qu'il était désolé, qu'il m'aimait. Mais même dans ses excuses, à la toute fin du message, il me demandait si je pouvais leur prêter 500 € pour payer le déménagement. J'ai effacé le message sans répondre. Certaines personnes ne changent jamais. Ils ne regrettent pas leurs actions, ils regrettent seulement les conséquences de leurs actions. Ils ne regrettent pas de vous avoir fait mal, ils regrettent que vous ayez arrêté de supporter la douleur. Noël est arrivé. Le vrai Noël. Je ne suis pas allée dans un hôtel de luxe à Courchevel. Je n'ai pas posté de photos sur Instagram pour prouver ma valeur au monde. Je n'ai pas reçu de cadeaux hors de prix achetés avec de l'argent volé. J'étais chez grand-père Célestin, dans sa petite chambre de la résidence, que nous avions décorée avec Zélie. Nous avions apporté du foie gras, une très bonne bouteille de vin rouge, que j'avais payée avec mon propre argent, sans culpabilité, et des chocolats fins. Nous avons ri.
Nous avons parlé d'avenir, pas de dette. Nous avons parlé de souvenirs heureux, pas de mensonges. Il y avait une chaleur dans cette petite pièce que je n'avais jamais ressentie dans la grande maison froide de mes parents. À un moment, vers 22 heures, mon téléphone a vibré. C'était un message de ma mère. Le premier depuis des semaines. C'est Noël, Léocadie. Jésus pardonne. Tu ne vas pas laisser ta mère seule ce soir? On a acheté une petite bûche au supermarché. Viens. On oublie tout. On recommence à zéro. On oublie tout. C'était leur mantra. Oublier les abus, oublier le vol, oublier le mépris, oublier l'humiliation. Juste faire semblant que tout est parfait pour la photo, faire semblant que rien ne s'est passé. J'ai regardé mon grand-père, qui souriait en mangeant un chocolat, les yeux pétillants de malice. J'ai regardé Zélie, ma sœur de cœur, qui me versait un autre verre de vin en riant. C'était ça, ma famille. Celle que j'avais choisie. Celle qui me respectait pour qui j'étais, pas pour ce que je pouvais payer. J'ai tapé ma réponse à ma mère. Mes doigts n'ont pas tremblé. Je n'ai rien à pardonner, car vous n'existez plus pour moi. Profitez de votre bûche. Adieu. Puis, j'ai bloqué le numéro. Définitivement. C'était le dernier lien qui restait. Je l'ai coupé. J'ai levé mon verre. À la liberté, ai-je dit, sentant une paix immense m'envahir. À la justice, a répondu Zélie en trinquant. À nous, a conclu Pépé avec un clin d'œil. Si vous retirez une chose de mon histoire, que ce soit ceci, le sang ne vous oblige à rien. Vous ne devez pas votre santé mentale, votre avenir financier ou votre bonheur à des gens simplement parce qu'ils partagent votre ADN. Parfois, l'acte d'amour le plus radical que vous puissiez faire est de vous aimer assez pour partir. Parfois, il faut brûler les ponts pour empêcher l'ennemi de vous suivre. J'ai peut-être perdu des parents et une sœur ce Noël-là. Mais j'ai gagné ma vie. J'ai gagné ma dignité. Et croyez-moi, ça valait chaque centime des 380 000 euros. Merci d'avoir écouté mon histoire jusqu'au bout. C'était un voyage difficile, mais nécessaire. J'aimerais vraiment connaître votre avis maintenant que vous savez tout. Ai-je été trop dur? Est-ce que j'aurais dû leur laisser une dernière chance? Ou est-ce que j'ai bien fait de tout couper pour me sauver? Laissez un commentaire, j'ai hâte de vous lire et d'échanger avec vous. Si cette histoire vous a touché, ou si elle vous a rappelé votre propre famille toxique, laissez un j'aime sur la vidéo. Cela aide énormément la chaîne à grandir et à partager ses témoignages. Et si ce n'est pas déjà fait, abonnez-vous et activez la cloche pour ne pas rater la prochaine histoire de karma instantané. Prenez soin de vous, et rappelez-vous, ne laissez personne éteindre votre lumière, pas même votre famille.